L'eau devient un sujet de sécurité collective parce qu'on assiste à une forme d'accélération de l'histoire. Aujourd'hui, on a 1,1 milliard d'habitants sur les 7,7 que compte notre planète qui vivent dans des zones soumises à pénurie hydrique. Ils seront 3,5 milliards en 2030. Le Conseil de sécurité des Nations Unies est de plus en plus saisi de questions liées à la sécurité des ressources en eau. Ce depuis le 22 novembre 2016, où sous présidence sénégalaise, pour la première fois, ont été abordées des questions d'eau, de paix et de sécurité devant 59 chefs d'État et de gouvernement représentés à New York. Depuis cette date, il ne se passe pas 3 mois sans que le Conseil de sécurité des Nations Unies soit saisi sur ces questions, essentiellement autour de la problématique du Nil, donc sur demande égyptienne et soudanaise, mais pas que, y compris sur les problématiques que connaît actuellement l'Ukraine. Les points de tension, malheureusement, ne manquent pas. Le premier actuel est lié à un conflit de haute intensité qui sévit en Ukraine, puisqu'en fait, le canal Nord qui alimente en eau la Crimée est bloqué depuis environ 7 ans, suite à l'annexion par la Russie de la Crimée, et qui empêche effectivement la Crimée d'avoir une alimentation en eau depuis le fleuve Dniepr. Ensuite, vous avez malheureusement une diagonale de la soif qui s'exprime allant de Tanger au nord-nord-est de la Chine, qui traverse l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, le proche Moyen-Orient, la péninsule indienne, sur un certain nombre de pays qui ont connu les conséquences des printemps arabes et malheureusement des guerres civiles comme en Syrie, comme au Yémen, des conflits de très haute intensité avec l'État islamique au Levant en Irak, ou ce qui se passe encore actuellement en Libye. Donc bien évidemment, les populations souffrent, mais les infrastructures hydrauliques font l'objet de ciblages collatéraux, de ciblages directs, avec d'importantes incidences sur l'alimentation en eau des populations. Je dirais que ce grand ensemble lié aux conséquences des printemps arabes est doublé de points de tension particuliers sur 2 fleuves majeurs. Le premier, c'est le Nil, puisqu'aujourd'hui, la construction du barrage Renaissance en Éthiopie a des conséquences en termes de souveraineté et de sécurité collective en Égypte. Rappelons que l'alimentation en eau de l'Égypte se fait à 98% à partir du Nil et que 95% de la population égyptienne habite sur les rives du Nil. Et à l'évidence, le président Sisi, le pouvoir politique au Caire, ne peut supporter la possibilité d'avoir un ouvrage en amont en exploitation. Donc cet ouvrage, aujourd'hui, il est terminé. Il a été inauguré pour sa première partie le 20 février dernier, et été après été, il est rempli à horizon de 13,5 milliards de mètres cubes sur le prochain été 2022. Et ça, effectivement, l'Égypte et le Soudan en aval ne peuvent le tolérer. L'autre fleuve problématique actuellement et provoquant des sources de tension, c'est l'Euphrate, puisque la Turquie connaît une situation de stress hydrique avérée. En avril dernier, la ville d'Istanbul a vu sa retenue principale remplie uniquement à hauteur de 15%. Et donc, effectivement, des problèmes de stress hydrique s'exprimaient avec une certaine acuité sur l'une des principales villes de Turquie. Face à cette situation, confrontée à conséquences du changement climatique, le président Erdogan entend mobiliser à 100% c'est retenue d'eau sur l'Anatolie du Sud-Est et en conséquence prive en partie les pays du Sud, à savoir la Syrie et l'Irak, d'une eau brute qui effectivement s'écoule depuis la Turquie via le fleuve Euphrate, mais également via le fleuve Tigre. Donc là, on est sur 2 points de tension principaux, ce qui se passe autour du Nil et ce qui se passe en Mésopotamie, autour des fleuves Tigre et Euphrate. Alors, si les tensions sont malheureusement diffuses et permanentes aujourd'hui, à l'évidence, il y a des sources d'espoir liées à des dialogues transfrontaliers. Le plus bel exemple qu'on puisse donner, c'est l'organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal. Cette organisation a été voulue en 1972 par Léopold Sédar Senghor. Elle regroupe la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Et on trouve en fait une gestion concertée des ouvrages, un financement partagé, ce qui fait qu'un barrage comme le fleuve de Diama alimente en eau à 60%
Dakar, capitale du Sénégal, et à 100% Nouakchott, capitale de Mauritanie. Ensuite, il y a une vraie logique d'exploitation concertée et de partage de données scientifiques et techniques. Donc cette coopération transfrontalière montre que, je dirais, les solutions hydrodiplomatiques existent. L'organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal a inspiré le traité sur le Jourdain, qui est la seule survivance aujourd'hui des accords d'Oslo, qui ont valu à Yitzhak Rabin, à Shimon Peres, à Yasser Arafat un prix Nobel de la paix en 1994. Et pas plus tard qu'il y a quelques mois, en marge de la World Expo de Dubaï, un accord a été signé entre le Royaume de Jordanie et l'État d'Israël pour que l'État d'Israël puisse fournir à la Jordanie 200 millions de mètres cubes par an grâce à ces surplus d'eau liés au dessalement, en échange de quoi la Jordanie va créer des fermes solaires et exporter l'énergie solaire ainsi générée. Vous voyez qu'à travers ces dynamiques transfrontalières, des solutions sont possibles entre États rivaux. Rival vient en fait de l'étymologie latine rivalis, c'est qui tire son eau d'un même puits. Donc je pense que là aussi, un héritage linguistique nous montre que des sources de coopération sont possibles.